Alors, Michel Lebon, Alain Lagarde. On a parlé de gouvernance, beaucoup. Alain Lagarde, Monsieur Le Breton, Monsieur Quinquennel. Dans certains propos, j'ai senti des choses qui sont relatives à la régulation. On n'a pas parlé trop de régulation. Est-ce que vous avez des préconisations par rapport à cet aspect du problème? Et notamment, est-ce qu'on peut envisager que dans la future loi, l'État stratège prenne clairement position par rapport au rôle qui est confié aux autorités, l'ARCEP et l'autorité de la concurrence, pour savoir où on nous conduit, alors qu'on vient tous de dire qu'on est là pour gouverner nos territoires. Oui, simplement une question, j'observe qu'on a parlé ici d'établissement public et je viens d'entendre dans le propos qu'en fait il y avait peut-être urgence de créer une agence. Je rappelle qu'un établissement public, comme son nom l'indique, il y a un certain nombre d'élus qui sont représentatifs, qui sont représentés, ça fait l'objet d'une loi. Une agence, ça peut se régler sans passer par la loi. Cela étant, je rappelle quand même les propos qui avaient été tenus et les engagements qui avaient été tenus par Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, en 2013, qui parlait d'établissement public. Alors, s'il y a urgence d'un côté, on pense à un certain nombre ici qu'il est peut-être urgent d'attendre. Voilà. La question, c'est quelle est la place des collectivités et des élus dans ce qui serait une agence d'État, tout simplement, ou est-ce que vous avez des éléments de réponse, Monsieur Mazzorana, là-dessus? Je vous ai donné le calendrier sur la création, justement, de cet établissement cet été. Donc, les choses avancent. J'ai bien pris note, et Ariel Turpin avec moi aussi, de toutes les attentes et de toutes les questions qui se posent. Je ne peux pas vous donner une réponse à la place du gouvernement, vous comprenez bien. Non, mais la question, c'est plus de savoir si effectivement le format est arrêté, parce qu'on parle d'agence, on parle d'établissement, c'est juste sur ce point-là. Bon, écoutez, de toute façon, l'établissement sera créé, je parle d'établissement, sera créé, puisque c'est la donnée que j'ai moi, au cours de l'été prochain. Et je pense que ça se fait en concertation. De toute façon, vous savez, vous avez accès, quand vous le souhaitez, notre équipe à l'émission Votre Débit est à votre disposition. J'ai dit, nous travaillons ensemble, nous ne travaillons pas les uns contre les autres. Et je serais bien mal placé pour vous le dire, puisque j'étais moi-même dans une autre ville, n'est-ce pas, à l'initiative d'un réseau d'initiative publique qui était un des premiers en France. Un réseau métropolitain qui était d'ailleurs le plus grand à l'époque réseau métropolitain de France. Donc vous voyez que je suis au courant de vos attentes, de vos questions et aussi des inquiétudes qui ont pu se susciter. Aujourd'hui, je suis de ce côté de la barrière. J'ai moi aussi donné des cours en d'autres temps, n'est-ce pas, dans toutes les structures auxquelles vous appartenez. Donc, croyez bien que je suis à l'écoute et que, avec Ariel, tout cela va remonter et les questions seront posées et les réponses vous seront apportées. Merci, merci M. Mazzorana. D'autres questions de la salle, ici. Jean-Luc Salaberry, de la FNCCR. Tant qu'à faire remonter un certain nombre d'informations, autant en profiter, puisque ça va remonter, donc c'est un bon canal. À la FNCCR, on a le sentiment de ne pas être suffisamment écouté par la mission de très haut débit. Je pense que c'est une difficulté qu'on observe sur un certain nombre de groupes de travail, et c'est spécifique à la mission de très haut débit, c'est pas spécifique au ministère, au gouvernement ou au cabinet, c'est spécifique à la mission de très haut débit, donc il y a peut-être là quelque chose à faire remonter. Si vous voulez, c'est une bonne question d'ailleurs. Ça a déjà remonté. Ça a déjà remonté, je vais vous dire pourquoi, parce que je participe au groupe de travail de la FNCCR, et donc chaque fois que vous posiez des questions, je les faisais remonter depuis que j'appartiens à la mission très haut débit, en direct à Antoine Garode et à mes collègues de la mission. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça remontera, je vous en donne l'assurance. Je trouve bien calme tout cela en fait. Je pensais que ça allait chauffer, mais... Sophie Maréchal et ensuite... Alors, bon, moi j'ai une question, c'est Sophie Maréchal pour la Gazette des communes, sur le point de vue, ou en tout cas
la position de la mission très haut débit sur les conséquences que pourrait avoir sur le plan France très haut débit du rapprochement SFR-Numéricable. Je comprendrais que ce soit une question piège à laquelle je ne répondrai pas parce que les choses sont en cours. Il fallait la poser. Oui, il fallait la poser. Je l'entends bien. Je la ferai remonter. Ça fait 2 fois. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main ici. Non? Oui, ici. Monsieur, puis ensuite Joël Maud. Bonjour, Jean-Claude Valery, donc Gragnou. Vous avez parlé de labellisation, éventuellement de labellisation de centres de formation. Au-delà de labelliser les centres de formation, il faudrait se mettre d'accord sur le contenu de la formation. Et c'est vrai que Novea, là-dessus, a déjà travaillé pas mal. Il y a déjà plusieurs formations qui ont été mises en place. Le contenu a été validé, entre guillemets, par les industriels et les collectivités locales. Est-ce que c'est pas plutôt ce cursus qu'il faudrait labelliser plutôt que les centres de formation eux-mêmes? Écoutez, c'est une proposition. Ariel va vous répondre. Oui, donc pour avoir travaillé avec sur ce sujet précisément avec le ministère du Travail, je ne pas tout le titre, bien évidemment, donc ce travail a été fait déjà avec les organismes professionnels représentatifs. Les formations, bien évidemment, sont en elles-mêmes labellisées, mais derrière, on cherche des centres qui sont en capacité de les mettre en œuvre. Voilà, donc est-ce qu'il faut que les centres soient labellisés en premier? Est-ce qu'il faut que ce soit les formations? Tout ça, ça fonctionne de concert. Les métiers ont été clairement ciblés, les besoins régionaux ont été également identifiés, donc on sait plutôt dans quelle région, sur quel type de formation il faut pousser, combien de centres, de plateaux techniques il faut faire. Tout ça a été vraiment bien étudié en long, en large et en travers avec les organismes professionnels et certains, donc vos représentants en fait. C'est une chose que nous avons et qui aurait dû être publiée courant de ce mois-ci. Je sais pas exactement où ça en est, mais toutes les conclusions de l'étude et les dispositions sont vraiment très très détaillées, très riches en la matière. Aujourd'hui, le premier centre de compétences qui a œuvré dans ce domaine, donc il est effectivement sur cette région. Est-ce que vous avez tenu compte de ces travaux aussi? On a tenu compte, vraiment, je peux vous dire, le travail de compilation qui a été fait, de propositions et de test de ces propositions, de discussion de chacune des propositions qui ont été faites, a été vraiment effectué. C'est pas un travail qui est sorti. Voilà. Les cabinets qui ont travaillé là-dessus, donc qui datent et Ambroise Bouteille, ont vraiment fait un travail large. Je serais étonné que Gragnou n'ait pas été à un moment donné, de près ou de loin. Je parle pas de Gragnou, je parle de... Oui, non, mais je veux dire... Oui, bien sûr. Voilà, c'est celui-là. On n'a pas de... Non, mais Novea est une référence. Oui, Joël, et puis ensuite Yvon. Merci, Joël Maud de l'Institut Mines Télécom. Donc on est tous conscients, beaucoup en grande partie, qu'on vit une révolution sociétale et qu'on a besoin d'un réseau fibre pérenne, efficace, support de nouveaux services pour des décennies. Mais j'ai encore l'impression que dans beaucoup de structures, on imagine ce réseau fibre juste pour porter le service triple play du cuivre. Donc ma question, qui s'occupe de tous ces aspects transverses, de ces nouveaux usages, de ces nouveaux services, de ces impacts techniques, architecturaux, de jeux d'acteurs, de nouveaux services locaux, de confiance, de données personnelles? J'ai l'impression que ça reste encore à défricher. Une réaction par rapport à cette question, peut-être des éléments de réponse? Oui, non, peut-être. Yvon Noël et ensuite Jacques Dur. Oui, vous mentionnez l'étude de l'IDAC, mais si j'ai bien vu, concernant donc, la formation et l'emploi, sauf que si j'ai bien vu le résultat de cette étude-là, il n'y a que la moitié du boulot qui a été fait. C'est-à-dire, vous parlez que cette étude ne parle que du raccordement horizontal et pas du tout du raccordement vertical. D'ailleurs, c'est ce que... Non, je vous assure que ça ne parle que de l'horizontal. Ben oui, mais enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, hein, donc communiqué de presse. Peut-être que ça a été tronqué, mais détrompez-nous. Et puis, il n'y a qu'à regarder la carte de l'IDAT aussi, de la Caisse des dépôts, où on met que le Calvados, c'est pas un RIP, alors qu'on est ici en Calvados et c'est un RIP. Donc je me dis, quelquefois, il y a peut-être aussi des bugs. Voilà. Donc, alors, c'est peut-être un bug de plus. Je pense
parle pas de la même étude. Je parle bien de... Si vous parlez de l'étude qui est parue il y a un mois, je pense qu'il y a... Vous parlez de 20 000 emplois et ce que vous avez regardé, c'était 30 000 emplois parce qu'il y a la partie verticale. Il n'y a aucune étude qui est parue. Il y a une synthèse, il y a un communiqué de presse de l'étude qui est paru donc début de l'année. Oui. L'étude en elle-même n'est pas parue. Une étude de qui? Du ministère, des deux ministères. Donc bon, là-dessus, on comprend bien qu'il y a un flou. Non, mais dans la perception. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand est-ce qu'on peut, enfin, quand et comment on peut avoir une précision sur cette étude? Vous nous avez dit, elle va sortir bientôt. Donc, il faut nous donner un calendrier. Donc, la synthèse de l'étude a été publiée d'ores et déjà. Donc, l'étude en elle-même, effectivement, il reste encore quelques. C'est surtout de la mise en forme. Et là, actuellement, on travaille. Donc, le ministère de l'Emploi travaille sur les outils opérationnels. Vraiment, pourquoi je dis opérationnels, enfin, les outils financiers qui vont permettre donc de voir apparaître d'un côté les centres de formation, de l'autre les formations, les labelliser. Donc tout ça est en œuvre. Voilà, c'est pas avec. Quand est-ce que ça arrive et comment on met au courant cette communauté, cet écosystème? Voilà, on va être printemps, on va être prudent, on va dire le printemps. Voilà. Non mais à l'instant, Jacques Dur avait demandé la parole depuis un petit moment. Oui. Bonjour, je vais peut-être vous faire sourire, je vais revenir sur un problème moi, qui m'obsède depuis quelques années et que j'avais évoqué à Aurillac. En fait, l'opérateur historique a à peu près en fil de cuivre 96 ou 97% du fil de cuivre déployé sur le territoire national. Cela représente une valeur moyenne de 60 à 80 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable. On a parlé d'un fonds sans fond. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire aussi une espèce de Fornox du cuivre dans lequel on déposerait ce cuivre pour acheter de la fibre, tout simplement, et pour développer la production de fibres en France, alors que plusieurs usines ont fermé et que nous ne sommes même plus maîtres de notre production de la fibre. C'est tout, hein, c'est un petit question industrielle. Vous imaginez les problèmes de surveillance à mettre autour. C'est mieux qu'à s'y concentrer. On pourrait le faire en regardant la game. Voilà, c'est de la fibre dedans. Oui, juste, Jean-Christophe Engelmanson, délégué général de la FIRIP, je voulais juste, pour reprendre les propos de M. Mazorona, bon, vous avez apporté une réponse intéressante sur l'affectation des 700 millions d'euros, puisque là, vous avez très concrètement indiqué qu'ils allaient basculer du volet A vers le volet B, donc c'est un élément important et on vous en remercie. Moi, je pense que, naturellement, il y a trois sujets que vous avez mis en avant, et je crois que par rapport à la mission très haut débit et son organisation de travail, je crois qu'il est important aujourd'hui aussi qu'on puisse avoir et on est naturellement partenaire, une lisibilité sur la structuration de la relation avec les différents acteurs au travers des groupes de travail. Moi, je vais vous faire trois propositions. La formation, vous avez évoqué la démarche sur une labellisation, vous avez évoqué d'ailleurs notamment ce que nous avons signé le 21 novembre dernier avec Fleur Pellerin à Valence. Moi, je crois beaucoup au fait qu'à un moment donné, il y ait une forme de travail avec une labellisation au niveau de l'État. L'État, dans son acception globale, y compris avec les collectivités locales. Parce que il est toujours intéressant d'avoir des démarches qui peuvent être portées par des industriels, j'en suis un représentant. Mais les industriels ont aussi leur logique à eux. Donc à un moment donné, le fait d'avoir... Et donc tous les labels sont bons. Ils peuvent tous avoir des objectifs, peut-être parfois différents. Mais il est important d'avoir cette démarche. Donc, première chose, eh bien, nous, on est prêts à travailler avec vous, au sein d'un groupe de travail, sous l'égide de la mission, avec l'ensemble des acteurs, sur ce volet-là. Ça, c'est le premier volet. Vous avez deuxième volet, vous avez évoqué le référentiel. Vous avez parfaitement raison. Il est important aussi parce que le référentiel, c'est au moins deux gages. Un gage peut-être de pérennité des investissements et de la qualité, et deux, aussi un gage au niveau de la qualification des entreprises, parce qu'un des objectifs, c'est aussi de faire travailler des entreprises locales, qui ont des emplois locaux et non délocalisés, et sur lesquels il y a une vraie compétence de l'industrie française. Donc ça, c'est un élément important. Et là-dessus, vous avez évoqué le rôle majeur de la FIRIP, et donc on sera partenaire, et on est prêt à travailler au sein d'un groupe de travail sur
sur ces aspects-là. Donc, je crois que c'est important sur ces éléments-là. Et troisième sujet, ça nous concerne peut-être un peu moins, mais je reprends les propos d'Alain Lagarde, il a raison d'une certaine manière. Il est parfaitement important que l'ensemble des acteurs, quel que soit y compris industriel d'une certaine façon, soient bien partenaires de ce qui sera demain l'établissement public sur ce volet, parce que c'est tous ensemble qu'on réussira, et c'est pas les uns à côté des autres, c'est bien tous ensemble que l'on réussira sur ce volet. En tout cas, sachez, là-dessus, dans l'affaire qui vous ne me démentira pas que vous avez tout notre concours pour travailler sur ce point au sein des groupes de travail. Merci.